C'est l'heure de Sur le terrain, le débrief de nos reporters revenus de tournage. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir James André et Anthony Fouchard. Bonjour. Merci à vous deux d'être ici. Vous venez de rentrer de Centrafrique où vous avez tourné un reportage de 26 minutes intitulé La Voix des armes qui sera diffusé dans Reporter le Doc ce samedi soir sur France 24. James, tout d'abord, vous venez de rentrer de ce qui est l'un des pays les plus pauvres au monde. La Centrafrique n'a jamais vraiment connu la paix depuis son indépendance en 1960. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays ? Alors la situation dans le pays aujourd'hui, elle est un petit peu plus calme malgré tout que ce qu'on a connu, pour ceux qui se souviennent, en 2013 et 2014. En 2013, c'est les derniers événements, c'était une descente sanglante de la rébellion Seleka, une alliance entre les différents mouvements rebelles dans le pays qui sont donc descendus sur Bangui. C'était une rébellion à majorité musulmane et qui ont donc pris le pouvoir. Ils sont basés plutôt dans le nord du pays. Ensuite, ils ont mis en place un président, Michel Djotodia, qui restait au pouvoir pendant 9 mois. Et la situation sécuritaire dans le pays était tellement dégradée que la communauté internationale est intervenue pour forcer Michel Djotodia à la démission, pour ensuite cantonner les Seleka, ces rebelles, et éventuellement, ils sont remontés dans le nord. Alors aujourd'hui, la situation, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, le cœur de cette rébellion, qui est le mouvement, je pense, armé le plus puissant de Centrafrique, qui s'appelle le FPRC, est donc remonté dans le nord avec tous ses leaders. Et on a une carte ici où on peut voir cette zone en jaune et cette zone hachurée. La zone hachurée, c'est la zone dans laquelle ils contrôlent pratiquement tout. Et la zone jaune, c'est leur zone d'influence, si vous voulez. Il faut savoir que selon l'ONU, 80% de la Centrafrique échappe au contrôle de l'État centrafricain. Et donc c'est l'un de ces groupes armés qui donc contrôlent cette zone. Et c'est assez morcelé l'ensemble de la Centrafrique, mais c'est vrai que récemment, il y a eu un pic de violence à Bangui suite aux événements qui se sont passés au mois de mai. Et depuis, le FPRC menace de marcher sur Bangui à nouveau. Et alors Anthony, en compagnie de James, vous avez décidé de vous rendre justement dans cette zone du nord du pays pour rencontrer Abdoulaye Hissène. C'est tout simplement un des chefs de guerre les plus puissants de Centrafrique. Vous pouvez nous en dire plus sur lui, sur ses intentions ? Alors déjà sur lui, Abdoulaye Hissène, vous l'avez dit, un des chefs de guerre les plus importants, c'est le bras militaire de ce FPRC, de cette résurgence de l'ex-coalition Seleka qui a pris le pouvoir en 2013. C'est lui qui contrôle les troupes. Il répercute les ordres politiques qui, eux, viennent encore d'un peu plus haut. On le voyait sur la carte tout à l'heure. De Birao, c'est Noureddin Adan, le chef politique. Abdoulaye Hissène, pour se rendre compte vraiment de sa puissance, il faut se rendre compte qu'il est recherché. Déjà, la justice centrafricaine le recherche, l'a arrêté d'ailleurs en 2016. Et c'est un commando lourdement armé qui est venu prendre d'assaut le lieu où il était retenu pour le libérer et qu'il a exfiltré ensuite dans le nord. Donc c'est une opération rocambolesque, on peut le dire, puisqu'ils prennent d'assaut cette base où il était retenu. Ensuite, ils sont poursuivis par l'ONU, par les Centrafricains. Il y a des morts, il y a des blessés. Et Abdoulaye Hissène s'enfuit, protégé par ses hommes. Depuis, il est dans le nord. Il administre ce proto-État. Vous le découvrirez dans le reportage. Et vous pouvez d'ailleurs écouter ce qu'il a à dire. On a découpé un petit extrait. Vous avez un gouvernement, un président de la République qui a ni la force, ni les moyens, ni bon politique pour rassembler tous les Centrafricains. On ne peut pas l'accepter à continuer tous les jours que le bon Dieu a fait. Il y a de la mort en République centrafricaine. Alors ces intentions, vous le demandiez, la perspective d'un nouveau coup d'État elle est quand même très très faible, la probabilité est faible. Ce qu'ils veulent, ces rebelles, ils se sont installés dans le nord du pays, ils sont assis sur une mine d'or, sur une mine de diamants et sur une mine d'or, il faut le dire très concrètement, on y reviendra. Et ils veulent surtout asseoir leur légitimité, faire en sorte que ce qu'ils ont monté dans cette partie du pays soit reconnu. Ils sont un peu dans une opération de communication et c'est ce dans quoi on a essayé de ne pas tomber avec James justement, c'est de montrer que la Seleka d'aujourd'hui, c'est plus celle qui a pillé, violé, tué en descendant sur Bangui. Ils essayent de se racheter une image, d'asseoir une légitimité. Malgré ça, il faut garder à l'esprit que les populations dans le Nord, elles n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à ces rebelles et à cette administration ou de partir, mais en l'occurrence, elles s'y soumettent. Alors James, vous étiez donc à Ndélé et là-bas, les rebelles ont créé une sorte de véritable État parallèle. Oui, absolument. Ils veulent démontrer qu'ils sont capables d'administrer ce territoire et de l'administrer comme il faut. Et ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est qu'ils sont en charge de la sécurité. Finalement, militairement, c'est eux qui contrôlent. C'est aussi eux qui contrôlent, finalement, en quelque sorte, les frontières, même si elles sont complètement poreuses. Ils ont
beaucoup de ressources naturelles, effectivement on y reviendra, mais ils commencent à mettre en place une gendarmerie. Ils ont créé, si vous voulez, différentes administrations. Par exemple, une administration fiscale. C'est assez étonnant. Ils lèvent les impôts sur la zone qu'ils contrôlent. Et je vous propose de voir un extrait du sujet. Vous allez voir, c'est assez bien organisé. Le marché central de Ndélé est le plus important de la région. En l'absence d'État, le FPRC a décidé de collecter des impôts pour financer ses activités. La perception est installée dans l'ancienne sous-préfecture abandonnée. Notre rôle, c'est de travailler uniquement sur le service des impôts. Et ce sont des impôts contributaires seulement pour la sécurité et dans les boutiques et les magasins qui se trouvent dans le marché central de Ndélé. Ali Adam Daoud, épicier au marché, est venu régler le solde de ses impôts. En tout, pour cette année, il aura versé 15 000 francs CFA, soit 22 € aux rebelles, et rien à l'État centrafricain. Alors ce qu'il faut réaliser, c'est qu'en Centrafrique, qui est un pays, comme on l'a dit, qui est quand même en proie à une violence un peu perpétuelle, eh bien Ndélé est sans doute un des rares endroits où les commerçants, par exemple, peuvent fermer boutique le soir et rentrer chez eux, parce qu'ils sont à peu près sûrs de retrouver ce qu'ils ont dans leur boutique le lendemain. Quand vous demandez à la MINUSCA, qui est présente évidemment à Ndélé, là aussi c'est dans le sujet, vous le verrez, vous leur dites, mais donc on a un groupe armé qui administre la zone, vous allez les chasser? Ils vous disent non. C'est pas notre mandat. Nous, on est là pour protéger les populations et les biens et les personnes. Et finalement, ils le font pas si mal que ça, donc on va les laisser faire. Et tout est un petit peu comme ça. Ils ont poussé très loin, finalement, le FPRC. Il faut savoir qu'en 2015, ils ont été jusqu'à proclamer l'indépendance de leur État, qu'ils ont appelé la Logone. Ils ont un drapeau. Et à l'époque, la communauté internationale, qui veut évidemment à tout prix éviter une partition de la Centrafrique, leur avait dit non, ça, c'est pas possible. Donc le drapeau n'est pas resté très longtemps. Mais clairement, ils lèvent des impôts, ils font du social, ils font la police, ils n'ont pas encore de système de justice, l'éducation non plus, tout ça vous le verrez dans le sujet, mais il y a une volonté d'indépendance, d'émancipation finalement de ce nord du pays. Alors Anthony, il y a les impôts, mais pas que. Pour se financer, le FPRC peut aussi compter sur ce qu'on disait tout à l'heure, les fameuses ressources naturelles. Exactement, puis James parle à l'instant d'indépendance. C'est beaucoup plus facile quand on a ses propres ressources et son propre financement. Quelques exemples pour vous donner une idée. Le FPRC contrôle la majorité des routes, des couloirs de transhumance. C'est-à-dire c'est des lieux où les éleveurs font transiter le bétail plusieurs fois par an. Sur chaque tête de bétail, les rebelles prélèvent à peu près 30 €. Donc on a des convois qui font 600, 700 têtes. L'ONU estime que ça représente à peu près $1 million de revenus par an. Ça, c'est une de leurs sources de revenus. C'est eux qui contrôlent la majorité, on l'a vu sur la carte, ils contrôlent toutes ces zones-là. Deuxième aspect, les mines d'or, de diamants, ils contrôlent rien qu'autour de Ndélé plus d'une dizaine de sites d'exploitation. Et là, toujours selon l'ONU, c'est 24 millions de dollars qui ont été engrangés par ces rebelles depuis l'instauration des sanctions. C'est interdit d'exporter du diamant depuis 2013 à cause de la crise. Il y a le processus de Kimberley. Mais depuis l'instauration de ces sanctions, au moins 14 000 carats, 24 millions de dollars de diamants sont sortis. Et ça, c'est directement pour eux. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir, c'est immense. C'est des mines qui s'étalent vraiment à perte de vue. Vous allez pouvoir le découvrir. La mine s'étend à perte de vue. Des centaines de trous de plusieurs mètres de profondeur creusés à la pelle. Il n'y a aucune machine sur le site. C'est la mi-journée. Il fait 40 degrés à l'ombre et en ce jour de Ramadan, il n'y a presque personne. Il y a trop de souffrance. Vous voyez, ce n'est pas bon. Et là-bas, on fait avec la machine, mais ici, avec les pelles. Vous voyez ça. Ça, ce n'est pas bon. Alors évidemment, vous vous en doutez, ce ne sont pas les seuls à être intéressés par cette partie du pays. Il y a en ce moment une présence, une ingérence étrangère, des Russes notamment, qui sont arrivés en Centrafrique. Leurs intentions ne sont pas très claires. Officiellement, le gouvernement les a invités pour former l'armée centrafricaine, l'armée régulière cette fois-ci. Mais ce qui s'est passé au mois de mai, c'est que des Russes, mais des gens affiliés, des sociétés privées russes sont arrivés par le Soudan et sont arrivés directement dans ce territoire rebelle avec du matériel de prospection pour aller
voir ce qu'ils pouvaient récupérer dans ce sous-sol, mettre en place des concessions. Donc leurs intentions ne sont pas claires et vous le verrez également dans le reportage, il y a beaucoup de choses à creuser encore là-dessus. Merci beaucoup Anthony Fouchard, merci beaucoup James André. Je rappelle que ce reportage long format, La Voix des armes, sera diffusé pour la première fois d'un Reporter le Doc, samedi 22h10, heure de Paris et sur france24.com. Merci à tous les deux. Place au